Perdre un être cher, c'est la sensation d'un vide. Un vide qu'on ne pourra plus combler. Une présence à jamais effacée. Le quotidien est bouleversé par le deuil. La douleur, des émotions très complexes, un engrenage. Mais qui suis-je, moi, pour vous parler de la mort? Je ne suis qu'un jeune homme de 21 ans qui se demande ce qui se trouve tout là-haut. Je cherche simplement à mettre des mots sur l'indicible. Son travail faisait qu'il allait de ferme en ferme et de village en village. Il était indépendant, mais il travaillait dans les machines à traire. Et donc, le samedi, comme on n'avait pas école, on partait avec lui toute la journée. Il adorait nous emmener en promenade, nous emmener dans des parcs animaliers et des choses comme ça. C'était mon papa. Il est décédé cette année-ci, le 22 mai. Brutalement, tout à fait inopinément. On ne s'y attendait pas du tout. Le jour avant, il était encore très très bien. Pour toi, Arline, c'était quoi le moment le plus difficile? C'est le moment où j'ai eu le coup de fil de ma maman. Parce qu'en fait, le jour précédent, j'étais retournée dîner chez eux. Vu qu'avec l'épidémie de Covid, à ce moment-là, on était en pleine première vague. Vu mon métier d'urgentiste, j'étais fort plongée dedans. Et c'est vrai que mes parents voulaient s'en protéger et n'aimaient pas que j'aille les voir de trop souvent. Mais le jour avant, on avait eu l'occasion de faire un barbecue sur leur terrasse en plein air, donc je les avais vus. Et mon papa allait bien, il m'avait semblé en tout cas qu'il allait bien. Et donc le lendemain après-midi, maman m'appelle pour me dire qu'elle l'a trouvé inanimé dans le fauteuil. Et donc là, je lui ai dit d'appeler les secours parce qu'elle n'avait pas encore eu le réflexe de le faire. D'abord, elle voulait m'appeler. Et puis j'ai sauté dans ma voiture et j'ai fait le trajet Arlon-Bastogne en larmes pendant une demi-heure parce que je savais ce qui s'était passé. J'ai une petite activité qui me permet de me changer les idées, c'est que je suis fan d'art floral. Et donc, je prends des cours toutes les semaines, non pas toutes les semaines, pardon, tous les mois. Et donc, on apprend les techniques vraiment des fleuristes, etc. Et donc, ici, je me suis un petit peu équipée en matériel et en idées avec des livres, etc. pour pouvoir faire moi-même un petit peu des petits montages ou des petites décorations au moment des fêtes de Pâques, de Noël et des choses ainsi. Et donc ça m'aide vraiment à me concentrer sur quelque chose de précis où il faut que j'ai en même temps de l'imagination. Et donc ça me vide la tête, ça m'évite de penser à autre chose. Je suis concentrée là-dessus et ça m'a vraiment aidé à passer des moments difficiles, en tout cas à ce niveau-là. Oui. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui traverse ou qui va traverser le deuil? Alors justement, dans mon métier, ça m'arrive régulièrement quand même d'être confrontée à la mort et aux familles notamment. Et donc, mais parfois, il n'y a rien à dire, il faut juste être là en fait. Les personnes n'ont pas toujours besoin des mots, mais un regard, un mot, une présence, une attitude. Euh, par, c'est par toutes ces choses-là que finalement on peut aider des personnes. Et, euh, et j'ai envie de leur dire, il faut assumer ses émotions. Simplement, chacun fait face au deuil différemment, à différentes étapes aussi, parce qu'on n'a pas tous le même chemin de vie, la même expérience de la vie ou de la mort. Et voilà, chacun doit faire son chemin. Je dirais qu'il ne faut pas, surtout pas hésiter à parler de cette personne
pour évoquer les souvenirs, ou justement les bons souvenirs. Et ça aide un petit peu à ne pas l'oublier, à se remémorer des moments qui parfois étaient un petit peu oubliés. Et, euh, et puis il faut avancer, il faut continuer dans la vie, il ne faut pas se laisser aller, il faut se lever le matin et se dire allez, ça va aller, parce que cette personne qui n'est plus là, elle ne voudrait pas justement qu'on se laisse aller et qu'on reste, qu'on fasse de la dépression ou quoi à cause d'eux. Et donc il faut continuer, il faut avancer et honorer leur mémoire et surtout penser à eux souvent, en gardant le sourire. Quand elle rentrait parfois à 22 heures le soir, elle m'envoyait un petit coup de fil et elle me disait « Papa, t'es où ?» Ben, je dis « Je suis à la TV, écoute, il est 22 heures, hein. Allez, retrouve-moi au SAF, on va boire un petit verre nous deux, on va chanter une chanson. » C'était toujours karaoké. Je craquais bien entendu parce que je la rejoignais là où elle m'avait demandé et on buvait un bon petit verre ensemble et ça c'était magique, vraiment, vraiment. C'était ma fille chérie, elle a disparu d'une manière atroce, parce qu'il n'y a pas de manière de disparaître, bien sûr, mais de manière atroce. Pourquoi? Parce qu'elle a été assassinée. Lorsque j'ai appris ce qui s'était passé à 4 km de chez nous, ça a été un drame incroyable. J'ai voulu courir là-bas. Bien entendu, la police m'a interdit l'accès, etc. Mais ça a été un moment terrible. Le procès a été quelque chose d'ignoble à vivre parce qu'il y a les défenseurs de cette personne qui lui trouvent un tas d'arguments positifs et cette souffrance-là, elle est au quotidien, on est au premier banc. Mon épouse et moi, nous avons choisi le travail. Le travail est un refuge extraordinaire et j'invite vraiment toutes les personnes qui ont une souffrance, quelle qu'elle soit, de se plonger dans le travail. Le travail, à la fois nous épuise, mais nous entretient, nous oblige à avoir des idées autres. Si on veut construire quelque chose, façonner quelque chose, avoir une passion, eh bien, toutes nos envies vont là-dessus et on échappe à cette pensée douloureuse qui peut revenir assez facilement. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu ressens cette absence? Alors, ça c'est complexe, puisque maintenant, il y a quand même 17 ans, presque 17 ans que ça s'est passé. Il faut une chronologie dans une réponse comme ça. Les premiers temps, une colère immense, une incroyable colère, même qui aurait pu même aller jusqu'à la vengeance si c'était possible. Dans le métier que j'avais, je rencontrais que des durs à cuire. Et si on avait rencontré cet homme-là dans les jours qui suivaient, je pense qu'on aurait commis une erreur irréparable. Et puis le temps joue un rôle. Le temps, il est quelque part une forme de guérison. Chaque jour qui ont suivi l'enterrement, eh bien, j'allais chaque jour au cimetière à pied. Je me forçais à entretenir ma douleur, on va dire ça comme ça. C'est la meilleure façon de l'exprimer. Et puis le temps passe. On n'y va plus qu'une fois par semaine et puis je ne dis pas qu'on oublie, mais la vie va reprendre le dessus à un moment donné. C'est normal que la vie doit reprendre. Et aujourd'hui, je vis ça, puisque c'est la question, je vis ça assez bien parce que le souvenir est resté intact à de grands moments dans les journées, notamment les anniversaires, une fête de famille où on évoque ça bien entendu. Mais puisqu'on ne peut plus rien y faire, il faut qu'on vive notre vie et c'est un passage sur Terre qu'il faut assumer, et si maintenant la magie existe là-bas au-dessus, eh bien on se retrouvera un jour, quoi, voilà. Mon papa, il rouspétait souvent. On l'entendait à l'autre bout de la maison. Il aime même réciter le contenu du frigo pour être sûr que je trouve quelque chose qui me plaise à manger.
Ou alors il aimait encore bien venir me chercher à l'école, en primaire, alors que l'école se trouvait juste en bas de notre rue. Lorsqu'on a appris la nouvelle, on a forcément été très choqués. C'est comme si le temps s'arrêtait. On ne s'y attendait pas, évidemment. En juin, on apprenait sa maladie et son état s'est vite dégradé. Le plus difficile, ça a été de voir de la peur dans le regard de mon papa. Parce que lui qui a vécu tant de choses, il a vécu la guerre, il est parti dans des pays dangereux, il a vécu plein d'aventures. Lui qui semblait si invincible, si fort, voir la peur dans son regard, ça a été quelque chose... c'est quelque chose que je ne voudrais jamais revoir nulle part. J'ai vu mon papa mourir. Aux soins palliatifs de Saint-Marc, avec cette pandémie, on n'était pas autorisé à être plus d'une personne à le visiter. Et donc, comme on sentait un peu tous la fin approcher, on se relayait, chacun restait une nuit auprès de lui. Et le 7 août, c'était mon tour, et c'est cette nuit-là, malheureusement, qu'il est parti. Je me souviendrai toujours de ce silence. Je regardais la télé, ma tête contre son bras, ma main près de la sienne. Il respirait lentement, il faisait des apnées, jusqu'à ce qu'il fasse une dernière apnée, qui a duré 5 secondes, 10 secondes, 15. Je faisais le décompte dans ma tête, et quelque part, j'arrivais pas à accepter que ce chiffre-là continuait d'augmenter. Et quand j'ai regardé l'horloge, 3h25, bien c'était la dernière fois qu'il avait respiré. Et donc voilà, il était parti. J'espère qu'il a ressenti ma présence et qu'il est parti serein.